Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue en ce 10 novembre 2025. Le Saturday Night Club ne fait pas le pont, le Saturday Night Club se tient à votre disposition. On est là ce lundi pour vous débriefer le match de ce week-end, un match qui était pour beaucoup un tournant de cette saison et un match qui nous a satisfait, du moins c'est ce que moi j'en ai pensé, et j'espère que mes compères vont nous en dire ce qu'ils en ont pensé de ce week-end. J'ai la chance, qui dit début de trêve internationale, vous savez à chaque fois je demande un casting international et on m'a sorti. Alors j'ai envie de dire les anciens de l'émission, peut-être les plus capés de l'équipe. J'ai la chance d'avoir ce bon vieux Sylvain avec moi. Comment ça va, Sylvain ? Écoute, on a gagné chez le leader, tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a débriefé des émissions bien pires, toi, Joss et moi. C'est clair. Donc, content d'être tous ensemble autour de la table avec mon Carlito qui fait son retour. C'est vrai. Tu nous spoil un petit peu, mais c'est vrai que vous n'êtes pas, Sylvain, malgré toute l'affection que je vous porte, Sylvain et Joss, vous n'êtes peut-être pas la star de cette table, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui se fait rare dans l'émission avec nous, donc on va le garder pour la fin. Donc je l'ai dit, je l'ai un peu spoilé aussi, on a Joss avec nous autour de la table. Joss, ça fait quoi déjà comment ça va, et qu'est-ce que ça fait de plus être la star de l'émission ? Alors déjà, bonsoir à tous. Je m'en accommode très bien et je suis très content d'être là ce soir avec mon gamin du 13. Ça fera taire certains trous du cul notoires que je ne citerai pas, qui prétendaient que on débriefait généralement que des défaites, Sylvain et moi. Preuve par exemple que non. C'est vrai, pour vous dévoiler les coulisses, c'est vrai qu'avant le match de ce week-end, le casting de l'émission avait été annoncé et certaines mauvaises langues avaient dit qu'on avait réuni tous les chats noirs du SNC. Voilà, toujours est-il que les hommes mentent mais pas les chiffres. Et enfin, ça fait longtemps, pourtant je lui lance des pics à chaque émission pour qu'il ait l'envie de revenir nous parler, et il nous fait l'honneur d'être là. Je vous cache pas que c'est un peu d'émotion de le retrouver maintenant qu'il a pris son envol, maintenant qu'il est plus grand que l'émission, on peut le dire. C'est Karl. Comment ça va, Karl ? Salut Kevin, salut Joss et Sylvain. Très 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 heureux de revenir dans l'émission en tant que référent de chat. C'est vrai qu'on m'a ressorti du placard pour donner un petit coup de main et c'est qu'un grand plaisir. Donc exceptionnellement, on n'est que sur Twitch ce soir, mais n'hésitez pas à poser vos questions, réagir, et je repasserai comme à l'époque vos meilleures interventions pour alimenter le débat. C'est vrai qu'au final, ce petit souci technique qui nous éloigne de YouTube pour ce soir, c'est un peu un retour aux sources global. On retrouve les anciens de l'émission, on n'est que sur Twitch. On a l'impression d'être revenu 2 ans en arrière. Sauf qu'on est en Ligue 2, et ça c'est tristouille. On est tristouille, mais en Ligue 2, mais bien barré, parce qu'en Ligue 2, on a quand même battu le leader, et ça c'est quand même pas rien. Active Saturday Night Club, le débrief. Messieurs, ce match, il avait une petite odeur quand même de choses qui peuvent mal se passer, une petite odeur on peut se retrouver à 10 points de 3, petite odeur c'est un peu la crise, garez-vous. Et au final, Saint-Étienne nous a fait du synthé, plutôt fort avec les forts et faible avec les faibles. L'inverse de ce qu'on voudrait au final. Joss, toi, ce match, en un mot, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est un match... D'abord, l'essentiel est fait. On a pris 3 points, parce que sans ça, ça pouvait mal se mettre, comme on dit dans Kaamelott. Après, comme vous, j'ai vu un match avec 2 parties assez différentes. Une première partie plutôt intéressante avec beaucoup de réalisme offensif, avec certains joueurs qui ont été très bons, et puis une deuxième partie que j'ai pas bien compris, où on s'est mis à déjouer, on s'est mis à reculer, on s'est mis à refuser le jeu, et où ça aurait pu mal tourner. Alors bon, au final, on va pas se plaindre, on prend 3 points, on recolle à 2 points de 3. On s'évite une petite crise, mais je suis assez d'accord avec Sylvain. Comme souvent, tout n'est pas réglé. Il y avait encore du travail dans pas mal d'endroits. Sylvain, en très bref, même si Joss spoil un peu ton propos. Il y a il y a une forme de soulagement, en fait, de ne pas se dire qu'après
après cette série de 5 matchs qui a été quand même difficile, hein, 3 défaites et seulement 2 victoires. On n'est pas encore largué. On s'est remis dans le droit chemin avec cette victoire-là et on s'évite une situation entre guillemets de crise, même si aujourd'hui la situation n'est pas suffisante puisqu'elle ne répond pas aux objectifs fixés par la direction, à savoir le titre de champion de Ligue 2. Ouais, c'est vrai. Donnez-nous dans le chat vos impressions en quelques mots sur ce match en général. Avant de vous donner la parole au chat, il y a quand même eu on va dire des choix forts, qu'ils soient forcés ou de plein gré, sur cette compo d'équipe. C'est là qu'on attendait un peu Horneland sur l'effectif et puis aussi sur la philosophie de jeu dont on parlera un peu plus tard. Toi, Sylvain, sur cette compo, notamment une défense remaniée, Zurico Stassin qui confirme sur le banc, Dufus qui fait du Dufus, on va dire, qui fait du bien. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de cette compo ? J'ai pensé que pour la première fois, le coach n'avait pas fait une compo que je qualifierais de politique. De politique, c'est-à-dire pour répondre aux attentes des uns et des autres. Je trouve que déjà, le choix derrière d'avoir relancé Apia et surtout d'avoir titularisé Pedro, il est très courageux, mais il s'est avéré être payant. On reviendra sur la prestation d'Apia qui a été en difficulté, mais Ouais. que je jetterai pas à la poubelle pour autant parce qu'il avait face à lui un Il avait un client. sacré client. Et j'ai trouvé que c'était nettement mieux qu'on ait Apia, son courage et comment dire, sa persévérance que Ferreira qui aurait probablement pris le bouillon et ça aurait été sûrement pire. Donc voilà, j'étais content par rapport à ça. Et puis après, je vais couper l'herbe sous le pied à mon Joss, je le sais, puisqu'on en a discuté hier soir, mais aujourd'hui, sur les 5 derniers matchs, il y a 2 matchs où Zurico et Stassin n'ont pas été titulaires. C'est contre Pau et contre 3 pour les résultats que vous connaissez. Ah là là, c'est pour ça que je suis content de vous avoir, les gars. Des mecs confirmés, comme ça vous vous complétez, vous vous coupez l'herbe sous le pied. C'est une synergie qu'on n'a pas vue dans le 11 de Horneland depuis quelques matchs, Joss. Oui, bah effectivement, puis on travaille, nous, on prépare un peu les émissions. Qu'est-ce que tu crois, les amateurs? Non, mais oui, je suis 100% d'accord avec Sylvain. Bon, il sait ce que je pense en plus, notamment de Davitashvili en termes d'attitude, de mental et de comportement. Après, c'est factuel, quoi. Voilà. Et je rejoins assez Sylvain dans l'idée que je m'attendais pas forcément à ces choix-là. Alors derrière, il a dû composer aussi avec des absences, mais les choix ont été effectivement courageux. Je suis un tout petit peu moins, je serais un tout petit peu moins indulgent. Enfin, c'est pas que je suis pas indulgent avec Apia, mais pour moi, c'est que ça reste quand même faible. Oui. Et quand on viendra au problème de l'équipe à l'heure actuelle, je pense que vraiment le problème des latéraux commence à être un vrai souci. Maintenant, titulariser Pedro, ouais, je pense qu'il fallait de l'estomac. Et repartir sur une compo sans au moins un des deux bankable, Davitashvili et Stassin, c'était courageux. Et je suis content au final que c'est payé, même si après il faudra voir le lien qu'on fait entre ça et la victoire. Mais je suis content que ça ait payé parce que ça va peut-être l'encourager à être un peu courageux et à pas s'endormir sur des positions et des statuts acquis. Ça ne peut faire que du bien à l'équipe. D'abord, ça fait du bien dans les résultats. Et puis, on peut quand même espérer que nos deux starlets un jour réagissent, même si pour l'instant, pas de réaction majeure quand ils sont mis sur le banc. Mais peut-être qu'un jour, ça va finir par les piquer au vif et ils vont revenir au niveau où on les attend. On espère. Donc c'était bien. C'était bien pour ça au moins. Ok, merci Joss. Prenez votre calepin, messieurs, parce que là, on va donner la parole au chat. Et puis là, prenez vos calepins, bien sûr, pour prendre des notes sur ce que dit le chat, hein, pas sur la performance de Karl, même si je sais que ça peut te démanger, Joss. Karl, qu'est-ce qu'en pense le chat de ce match et aussi de cette compo d'équipe ?
C'est vrai que le sentiment est un peu celui partagé par Joss lors de sa première intervention, celle d'un match avec deux visages pour la SSE. Il y a notamment ASSE 71 qui nous dit heureusement qu'on avait 3 buts d'avance, sinon on perdait. Céline qui nous dit quelle victoire, dans la douleur comme d'hab, mais les Verts ont su se battre jusqu'au bout et nous offrir ce moment de pur bonheur. Boakier, Cardona et Dufus ont joué pour l'équipe, ce qui n'est pas forcément le cas du Belge. Bon, évidemment, Stassin et David peuvent en prendre pour leur grade dans le chat. On va retenir le résultat et la première mi-temps. Pedro a été excellent, mais je sais qu'on y reviendra au cours de l'émission. El Cato qui pose la question, comment expliquer la différence de niveau entre la première et la deuxième mi-temps? Est-ce que vous avez une idée? Je pense que vous pourrez y répondre juste après. Et la sortie de Dufus et de Cardona ont fait très mal, ça c'est pour Job Gaming. Et Job Gaming qui d'ailleurs rappelle que Zurigo Estassin titulaire, ça donnait 4-0 à Annecy. Voilà. C'est vrai, le chat qui est d'accord avec vous, messieurs, vous les avez déjà conquis. Mais je veux bien votre avis sur cette différence entre les deux mi-temps, parce que c'est ce qui a l'air d'animer les débats chez nos auditeurs, Joss. Moi, je la comprends pas, la différence entre les deux mi-temps. Je pense pas que ça puisse être des consignes données par Orneland à la mi-temps. Alors après, bon, on se doute tous que quand tu mènes 3-0 à la mi-temps, tu abordes la deuxième en te disant que tu vas un peu plus gérer, que tu vas peut-être un peu plus attendre. En tout cas, si c'est le cas, ça va pas bien fonctionner, ça va pas fonctionner du tout même. Alors soit parce qu'on n'a pas l'équipe pour le faire, soit parce qu'il y a eu une baisse générale de concentration sur le match. Enfin, pour moi, c'est assez inexplicable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouvais qu'on avait beaucoup reculé. Et qu'on a finalement accepté ces vagues sans forcément de réaction très majeure. On ressortait plus une balle en deuxième mi-temps, mais alors plus une. La difficulté à ressortir les ballons en deuxième mi-temps, moi, je ne me l'explique pas. Enfin, je ne sais pas si Sylvain peut avoir une explication là-dessus. Ça aussi, on en a un peu parlé. Il y a des joueurs qui sont majeurs dans la ressortie de balle, qui ont été imprécis techniquement, comme Jabber notamment. Mais cette difficulté à sortir fait qu'on a rendu énormément de ballons et on s'est retrouvé à se mettre de la pression un peu tout seul, quoi. Et ça, pour le coup, ça fait partie des conclusions un peu inquiétantes de ce match. Cette incapacité à être performant sur la durée du match et à ce point changer de visage, quoi. Voilà. Sylvain, c'est deux mi-temps, parce qu'après tout, je l'ai vu passer dans le chat, la première mi-temps, on était très réaliste, hein, on n'est pas sur une surdomination des Verts, ça reflète pas le score en tout cas. Mais déjà, c'est totalement ça. Moi, je trouve que cette première mi-temps, on la caractérise de très bonne liée au score, mais je pense qu'on est dans une mi-temps où on a 100% de réussite. On a une efficacité qui est folle dans les deux surfaces et qu'on n'a pas toujours connue, tout simplement. Après, dans l'utilisation du ballon, il y a eu une vraie différence entre la première et la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on n'a jamais réussi à ressortir. On a eu beaucoup de mal à trouver du lien et on a beaucoup couru après le ballon. Chose qu'on n'a pas l'habitude cette saison de courir beaucoup après le ballon. C'est la première fois qu'on a une équipe qui a davantage la possession que nous. C'est la première fois qu'on a une équipe qui fait davantage de passes que nous. Voilà, on a été en difficulté par rapport à ça. J'ai trouvé que les trois du milieu ont eu du mal à ressortir les ballons en deuxième mi-temps. J'ai trouvé Jabert, comme l'a dit justement Joss, qui a eu pas mal de déchets, plus que d'habitude. Tardieu également, plus que d'habitude. Mouefek, il a joué le temps, puis après il a joué un certain temps, mais il a rentré Gadek Bécu pour ramener un peu de volume de course, parce qu'Orneland a compris qu'on n'allait pas avoir le ballon jusqu'à la fin du match. Maintenant, il faut savoir aussi faire le dos rond comme ils l'ont fait. Je suis pas mécontent que l'équipe ait tenu, parce que j'avoue que quand j'ai vu le 3-1 pour 3, je me suis dit ça va être très 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 long. Et finalement, on a vu quand même des comportements courageux, un état d'esprit qui reste positif, et au bout du compte, il y a la victoire. Et il faut pas avoir peur de le dire. Je pense qu'on a joué une équipe qui nous était supérieure, et d'aller gagner là-bas, c'est pas rien. Oui, j'allais justement dire un mot là-dessus. Je comprends pourquoi 3 est devant. Je trouve que c'est une super équipe. C'est peut-être la meilleure qu'on ait affrontée jusque-là. Hein. Oui, très certainement. Clairement. Après, je pense que c'est bien que leur deuxième but arrive finalement assez tard. Ouais. Probablement que ça aurait été un peu compliqué s'ils avaient enchaîné le deuxième but assez rapidement après le premier.
Mais je suis OK sur la solidarité, même si c'était pas forcément beau à voir. Il y a quand même eu globalement des efforts collectifs de fait, mais on a quand même été assez souvent dépassés, même dans ces efforts-là. Ouais, Mais c'est on a clair. été clairement en difficulté, il ne faut pas avoir peur de dire les termes. Ils nous ont été supérieurs dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Collectivement, ils sont bien meilleurs que nous, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Mais voilà. Ah, c'est une belle équipe, ouais. C'est une très belle équipe. Ouais, ouais, c'est une belle équipe si à la fin du compte, elle accède à la Ligue 1, n'aura, à mon sens, rien volé. C'est clair. Euh, du coup, cette réadaptation tactique, on va dire, d'Orneland, pour vous, si j'en conclus quelque chose, elle est plus subie par la qualité de 3 plutôt que par un choix d'être, de plus attendre l'adversaire, Sylvain. Je suis pas sûr. Je pense que malgré tout, il y a eu une volonté peut-être de moins s'exposer sur les côtés. Bon, c'est un secret de Polichinelle, En même hein. temps, quand tu mets Il leur Apia à la faut pas place de dire que- Ferreira, tu te projettes moins déjà. Oui, mais t'as pas trouvé que les ailiers avaient beaucoup plus de prise en charge défensive, qu'il y avait une prise à deux qui était quand même plus Ah bah oui. intéressante régulièrement. On voyait beaucoup moins puisque les ailiers étaient condamnés à aller presser les deux centraux adverses. Donc c'était difficile après de venir soutenir son latéral pour défendre. J'ai trouvé ça intéressant, même si tout n'était pas parfait, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que c'est plus adapté encore plus au regard des latéraux qu'on a actuellement dans cet effectif parce que Apia a été en difficulté, Ouais. Ferreira est en grande difficulté et Anan, on va ouvrir le dossier plus tard, Mm. mais c'est peut-être le pire des trois. Eh ben, gardez vos tops et vos flops individuels, messieurs. Je veux faire un petit tour du côté du chat. Et vous aussi, dans le chat, commencez à nous lister vos déceptions et vos satisfactions sur ce match. Karl, qu'est-ce qui se dit sur la compo et sur le choix d'Orneland? Eh ben, écoute, il y a quand même Mathias qui nous dit bizarrement, avec Jaber en point de basse en première, on était un peu plus solide défensivement. Il y a Barça RDZ qui nous dit et qui note qu'on en met trois en première, mais ils ont quand même des occasions aussi, mais que nos trois buts ont été marqués sur des phases rapides. Le Mathias qui renchérit en disant que notre première mi-temps, c'est trois occasions, trois buts. On a un arrêt puissant de l'Arseneur et on a été archi réaliste. Pascal qui note qu'en première mi-temps, on a joué très bien les contres et nos trois attaquants ont été très adroits. En deuxième, le milieu n'a pas réussi à ressortir les ballons proprement et on a été tout le temps sur sur la défensive, pardon. La AS71 qui est un peu timoré, ça se voit, il est un peu ronchon ce soir, qui nous dit c'est pas normal quand on est une équipe qui joue la montée de subir comme ça, c'est honteux. Si d'entrée de match 3 marques, on revient avec 0 points, mais bon, on va peut-être pas refaire le match à ce point-là non plus. Et Kurgo qui nous dit eh oui, on a des attaquants qui défendent et ça change tout. Et puis après, bon, c'est les tops et flops qui commencent, mais on y reviendra plus tard. Je vous laisse d'abord les chroniqueurs donner leur top et leur flop. Super, merci Karl, merci le chat. Continuez de nous inonder de messages. Karl vous lit tous et vous remontera tous bien sûr dès qu'il le pourra. Messieurs, de ce que j'ai compris hein, dans vos discours, je vais commencer par toi Sylvain, parce que c'est toi qui avais la parole. Je conclus que tes flops sont plus orientés du côté des latéraux. Pour moi, le flop du flop, c'est la deuxième mi-temps de Ebenezer Hanan. Ah ouais. Vraiment, son alignement sur le premier but est scandaleux. Il était déjà scandaleux, son alignement contre Annecy sur le troisième ou quatrième but, je sais plus. Euh, Aujourd'hui, Ebenezer Hanan n'a aucune concurrence et ne sera jamais un joueur de niveau Ligue 1. On peut me raconter toutes les histoires du monde. Ça ne marchera pas. C'est un joueur qui a des limites tactiques et qui sont colossales. Euh, Offensivement, il apporte rien. Il déborde jamais. Il va à 3000 à l'heure. Il fait que de rentrer intérieur. Ça me rend fou. Et au-delà de ça, je trouve que il a un comportement qui amène un peu de suffisance, un peu Mm. un manque d'humilité dans ses interventions. Il intervient, mais un peu à moitié, mais pas trop. Mais j'aime pas du tout ce qu'il dégage, en tout cas. J'aime pas du tout. J'ai pas aimé du tout son match. Voilà, pour être tout à fait honnête. Et top, le top du top du top pour moi dans ce match, c'est Augustin Boki.
Il a Ouais. été exceptionnel en première mi-temps. Honnêtement, sa première mi-temps, elle est exceptionnelle. C'est un joueur qui joue pour les autres, c'est un joueur qui est altruiste, c'est un joueur qui est intelligent. Je regrette de ne pas l'avoir vu plus l'année dernière parce qu'en fait, j'ai pas compris la saison dernière en Ligue 1 quel joueur véritablement il était. Mais en fait, c'est un joueur d'intérieur, c'est un joueur qui crée du lien entre le milieu et l'attaque, c'est un joueur qui est vraiment euh, qui respecte le football en fait. Et c'est ça pour moi le terme, il respecte le football. Quand il doit la donner à l'autre, il la donne. Quand il doit frapper, il frappe. Quand il doit jouer en une touche, il joue en une touche. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il propose. Je vais aller plus loin. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ça va être toute proportion gardée ce que je vais dire. Mais je trouve que dans le profil foot, il a un style qui est proche de Griezmann. Toute proportion gardée, Ouais. mais je trouve qu'il a un style qui est proche de Griezmann, capable d'évoluer sur les quatre postes de l'attaque, qui fait du lien, qui est très intelligent, qui est toujours dans le sens du jeu, qui est excellent dans la transition pour amener son équipe à déséquilibrer les équipes adverses. Donc voilà. Je trouve que c'est le gros gros point positif de ce début de saison et que c'est l'homme fort de l'attaque, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que j'aurais pas misé un centime sur cet aspect-là en début de saison. Et, euh, et je sais pas ce que tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus complémentaire avec des attaquants qui vont faire les efforts, qui vont faire les courses sans chercher forcément à surjouer, comme Cardona, comme Dufus. Je le trouve un peu moins à l'aise avec David et Stassin qui vont vampiriser les ballons. Je sais pas ce que t'en penses. Et en fait, ce qui est mieux avec ce trio d'attaque-là, c'est que chacun joue pour les autres. Ouais. Chacun respecte le football. Quand je vois encore une fois La la talonnade passe de Dufus. décisive de Ouais, la passe décisive de Dufus à Pau qui marque Cardona et le comportement derrière. Regardez, je sais pas si vous avez pris le temps sur le deuxième but, fixer Boki tout le long de l'attaque parce que Boki il est au départ de l'action, il centre en retrait pour Mouefek qui frappe sur le gardien et après Dufus décale Cardona qui marque. Regardez Boki à partir du moment où il lâche le ballon jusqu'au but. Regardez, et là tu vois la différence entre un mec qui veut que l'équipe gagne et un mec qui a le ballon à la 90e minute, qui peut jouer en retrait pour Jabert pour qu'il marque dans le buvie et qui se retourne et qui frappe sur la barre. Et qui en plus derrière met ses mains sur sa tête au lieu de venir défendre alors qu'on a un 3-2 et qu'il reste 3 minutes à jouer. C'est tout, c'est la différence et je trouve que ça fait beaucoup dans un groupe et dans une équipe. C'est clair. Allez, mon Joss, c'est ton moment. Les tops, les flops, fais-nous briller. Trouve-moi des. Si t'as les mêmes que Sylvain, tu peux le dire, mais si t'en as d'autres, je suis preneur aussi. Ouais, dans les tops, pour moi, ça se joue entre Boaki et Dufus. Alors, comme mon gamin du 13 a pris Boaki, je vais prendre Dufus parce que, voilà, encore deux passes décisives, un but. Enfin, quand même, ce qu'on attend aussi de ce poste-là, c'est que le mec soit décisif, il l'est. Je trouve ça, voilà, pour un mec qui a très peu joué, à qui Orneland n'a pas envoyé un message de confiance très fort, je trouve qu'à 20 ans, il a quand même du coffre. Oui, il a quasiment jamais joué en pro avant Euh, d'arriver à Saint-Étienne, quand même, le gars. ouais, et puis bon, les messages qu'avait envoyé Orneland jusqu'à il n'y a pas très longtemps étaient pas si encourageants que ça. Je trouve qu'il relève bien le défi. Moi, je suis favorablement impressionné par ce garçon-là. Après, sinon, j'ai beaucoup aimé aussi la première mi-temps de Boaki, hein. Clairement, c'est un joueur qui apporte énormément dans l'animation offensive et dans le collectif. Après, j'aurais quand même juste aussi cité, je trouvais que Moefek avait fait un bon match, ou en tout cas une très bonne première mi-temps. À un moment donné où les deux autres milieux de terrain, moi, je les ai trouvés un peu en dessous. Et puis quand même, on ne peut pas ne pas citer l'excellent match du jeune Pedro, encore un dont mon gamin du 13 m'a beaucoup parlé et que je voyais pour la première fois à ce niveau-là. Je l'ai trouvé très à l'aise. Ça, c'était vraiment une très bonne surprise. Après, sur les flops, ouais, je veux pas être super original. Moi, je vais mettre les deux latéraux parce que, alors évidemment, je suis complètement d'accord avec Sylvain. Hanan, c'est dur. C'est dur parce que, au-delà de ses qualités techniques peu visibles, à part, enfin, en dehors de son aspect athlétique, qui est le seul visible, il montre match après match en plus qu'il n'est vraiment pas très intelligent dans le jeu. Enfin, comme l'a dit Sylvain, hein, son placement là, c'est pas qu'il couvre de 50 cm, c'est qu'il couvre de 3 mètres quoi. Donc à un moment donné, quand tu es défenseur, si tu sais pas gérer cette situation-là, c'est quand même compliqué et c'est pas Mm. la première fois. Donc je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir avec ce mec-là à gauche et je lui vois pas tellement de backup pour l'instant.
Et à droite, alors oui, Pierre est valeureux, oui, il a fait des avec ses, carences il fait avec ses que, armes. voilà, il a des carences que Ferreira n'a pas. Après, ça reste super limité, et ça, je pense que c'est un sujet pour le club, les latéraux, puisque c'est un sujet qui était censé avoir été traité cet été. Pour l'instant, c'est pas, Ça, voilà, ça- c'est pas très impressionnant, quoi. Hein. ça sera notre dossier tout à Euh, l'heure, le mercato. On gardons-en pour Bah oui, tout à l'heure. bah oui, bah oui, bah oui. Eh oui, parce que déjà, on va en parler juste après. On va quand même parler un petit peu de Pedro et de la ligne d'attaque et faire un tour chez vous, le chat. Mais le dossier du jour, ça sera bien sûr le mercato, puisque dans 3 journées de Ligue 2, ça sera déjà le mercato. Donc on va commencer à déblayer tout ça. Dans le chat, Karl, les tops, les flops, est-ce que tu as retenu quelques noms qui reviennent en boucle? Eh ben écoute, alors déjà, j'ai commencé par un flop qui m'a beaucoup fait rire. C'est MTL73 qui nous dit dans les flops, la longueur incommensurable des chroniques de Joss. J'ai 8 ans de retard dans la lecture de ces chroniques. Ensuite, un peu moins pertinent, enfin, si, tout aussi pertinent, pardon. Dans les tops, il y a ASS71 qui nous dit dans les tops, Pedro, Dufus, Mouefek. B. Chattes qui nous dit que Boaké est pour lui l'homme du match. Top, la tactique d'Orneland qui a lâché le pressing souterrain, ça c'est pour Nils Auvergnat. Euh, Top, nos 3 attaquants. Top, Cardona, Boaké, Dufus, on va évidemment que c'est les mêmes. El Cato qui nous dit et l'Arsenal, vous en pensez quoi sur le premier but? Je sais pas, je fais une fixette. En parlant des latéraux et notamment du cas Annan, enfin des 3 latéraux hein, dont vous avez parlé, il y a Mathias qui nous dit vivement qu'on tente Macloufi à la place d'Annan. Top, Pedro, belle surprise défensive. Dufus qui continue de briller. L'Arsenal, alors Céline qui nous dit de l'Arsenal et Briançon impériaux. Je sais pas qui elle parle à la place de Briançon, mais ça m'interroge. Et parmi les flops, j'ai vu évidemment Anan, Apia et même Nadé. J'ai vu également Apia, bon c'est toujours les mêmes qui reviennent hein, évidemment, Apia et Anan. Flop Stassin, l'entrée de Stassin, c'est lui qui nous note ça évidemment. David Ashvili, transparent, bon en même temps c'est peut-être normal puisqu'il n'est pas rentré en jeu. Et voilà. C'est vrai, c'est vrai. La dernière réflexion est bonne. C'est vrai que je me suis dit qu'il n'avait pas fait un super match, Zuricho. On va quand même mettre un petit coup de projecteur parce qu'il le mérite, je pense, pour son retour, on va dire, sur les terrains professionnels. Kevin Pedro, en plus, il a un prénom qui est assez exceptionnel. Pour une fois qu'un Kevin fait quelque chose de bien, c'est important de le souligner. Sylvain, toi, ce jeune du centre de formation, je me rends vers toi parce que tu es un peu le spécialiste de l'équipe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et est-ce que tu es surpris de sa prestation? Est-ce qu'elle est plus, on va dire, dans les de ce que tu en attendais que ce qu'il nous avait déjà montré avant? Déjà, je tiens à dire que d'un point de vue contexte, ce qui est quand même dommage, c'est que c'est un joueur qui arrive là, entre guillemets, par défaut, puisque avant ça, Orneland a tenté Ferreira dans l'axe, a essayé de remettre en selle Batu Binsika, et qu'aujourd'hui, dos au mur, il envoie Kevin Pedro et un jeune. Bon, c'est son choix, c'est comme ça, il faut du courage aussi pour envoyer des jeunes. Il fallait du courage pour le garçon de commencer chez le leader, le premier match en défense de face. Il fallait du caractère, il fallait de la personnalité. Attends, je t'ai perdu. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou si c'est. Non, mais Ouais, moi j'entends pas non Sylvain, plus. Moi. Sylvain a mangé le micro. Sylvain qui tient vraiment Sylvain, à parler depuis ses chiottes à chaque émission. Et ça fait plaisir. Non, vous m'entendez ou Il a pas? bouffé le Ouais. micro. Ouais, là, Non, c'est bon. Ouais. moi je pense qu'il faut demander une subvention. Profite que Karl soit là, demande une subvention pour acheter un micro. S'il te plaît, Sylvain. Une subvention, déjà, Karl, il a du mal à trouver 3 chroniqueurs qui veulent bien venir faire l'émission et tu veux qu'il me trouve une subvention pour un micro. Ah, mais, quitte à ce que Joss fasse plus de chroniques pour financer ça, mais c'est pas grave, on va bien trouver quelque chose. Vas-y, dis-nous, ça a coupé assez vite dans ton propos. Au début, on n'a rien entendu. Voilà. Ok, donc je recommence. Ouais, Vas-y. je disais que je suis quand même déçu de voir que c'est un choix par défaut, Kevin Pedro, dans le sens où avant ça, Orneland a tenté Ferreira, puis Batu Binsika, avant finalement d'envoyer Kevin Pedro un peu par la force des choses parce qu'il n'avait pas véritablement d'autres options. Je trouve que le garçon a été courageux parce que d'être titularisé en défense centrale dans une défense qui est quand même en grande difficulté chez le leader
Pour ton premier match professionnel, il faut avoir de la personnalité et du courage. Il en a eu. Maintenant, c'est un garçon qui a connu les équipes de France jeunes. C'est un garçon qui est régulièrement surclassé depuis le début de son cursus à l'AS Saint-Étienne. Donc, il est arrivé en U16. Je rappelle qu'il est issu de la région parisienne. Il était à Ris-Orangis. Il s'est dans un premier temps formé au Pôle Espoir de Reims avant d'intégrer le centre de formation de l'AS Saint-Étienne. Il entame sa 5e saison sous le maillot vert et il a signé professionnel cet été. Voilà pour 3 saisons. Aujourd'hui, c'est un garçon qui n'a pas pu faire la préparation avec l'effectif professionnel parce qu'il avait un problème au genou, qu'il a quand même éloigné sur toute la partie juin-juillet. Il a repris véritablement en août, mi-août, si je dis pas de bêtises, entre mi-août et fin août. Donc il a fallu le temps aussi que lui se remette en jambes. Il a travaillé avec l'équipe réserve notamment. Et puis voilà, il est performant en réserve. Et puis il a su saisir sa chance. Je pense qu'il sera à nouveau aligné ce week-end au regard des nombreuses absences liées soit aux blessures, soit aux sélections de chacun. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Le plus dur, de toute façon, pour les jeunes joueurs, c'est d'enchaîner. Le premier match, ils sont souvent au niveau. Le plus dur après, ça reste d'enchaîner, d'être capable d'être régulier. Et surtout de gérer les premiers matchs qui vont être plus difficiles parce que les supporters stéphanois sont souvent impitoyables avec leurs jeunes pousses. Jurisprudence Juste Étienne Green. Juste rajouter un truc, Kevin, sur ce que vient de dire Sylvain. Ouais. Là, après le match, on est tous contents et on se dit tous, ouais, Ronald a fait un choix courageux. Si le gamin était passé à travers de son match, ça avait quand même tout du match piège. Hein. Il l'envoie au feu sur un match super important. Si le gamin se plante, tu le revois plus, hein, c'est certain. C'est pour ça que, enfin, il a vraiment su retourner le truc dans le bon sens. Et j'espère que ça va lui valoir de la confiance, ça, de lui-même en lui-même, mais aussi du coach. Ouais. On a hâte de voir ça. Karl, qu'est-ce qu'a pensé le chat de la prestation de Kevin Pedro? Alors écoute, il y a MDL qui nous dit il est plus Pedro que Kevin. Il a pris l'eau comme notre défense. Bon, là, ça, c'est Pascal. Pedro, c'est un choix qui peut durer vu la possible opération de Bernauer, ça c'est Nils Auvergnat. Pedro très solide et libre dans sa tête. Pedro, je crois qu'il avait joué à Monaco il y a 2 ans et il n'avait pas été mauvais du tout. À confirmer avec Sylvain, mais je pense que c'était plutôt la saison dernière qu'il a joué en Ligue 1. Et Pedro a su bousculer Diop dans les duels. Chapeau à ce jeune joueur. Ça, c'est Robin qui nous donne ça. Oui, Pedro, il avait joué à Monaco le tout premier match de la saison, mais il a joué latéral, quelques non minutes. Ouais, à pas confondre avec Owusu, les gars. Hein. Owusu avait été titulaire à Monaco en tant que latéral droit, et Pedro était rentré sur la fin de match. Par contre, Kevin Pedro avait été titulaire et avait joué l'intégralité du match de Coupe de France contre Marseille. Ouais. Et il avait joué comme latéral droit à chaque fois. Il n'a jamais joué. Non. Mais il avait joué comme latéral droit. Le problème de Kevin Pedro, c'est que c'est un petit. Petit gabarit. Petit parce que 80, 82, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les standards, quand tu évolues en tant que défenseur central, ils sont davantage au-delà de 1,85. Oui. Donc, voilà. Oui, c'est pas si mal 1m82, on va pas se mentir. Hein. C'est pas si mal. On va dire qu'autour de la table, à part Karl, on est potentiellement plus en dessous qu'au-dessus. Joss, ouais. Surtout Joss qui perd des centimètres au fur et à mesure des années, ouais. Ça dépend. Certains te diraient. Bon, allez, ça suffit. Il nous faut qu'on parle quand même de ce dossier Mercato qui nous a... No comment. Voilà. On laisse ça à la légende. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Je vous affiche le calendrier, comme ça vous pouvez commencer à nous dire ce que vous attendez de cette... de ce prochain match de Coupe de France dans le chat et ce que vous pensez aussi du mercato qui arrive très très vite, comme vous pouvez le voir. Il ne reste que 3 matchs de Ligue 2 et potentiellement 2 matchs de Coupe de France d'ici là. Messieurs, sur ce mercato, on l'a un peu dit, l'effectif semble un peu juste, du moins d'un point de vue défensif. Pour vous, c'est quoi les grosses priorités ? Les latéraux, peut-être 1 ou 2 centraux, puisque Bernauer risque de se faire opérer et d'être off pendant un petit moment. Joss ?
Alors les latéraux, on en a déjà parlé, pour moi c'est une priorité absolue, parce que je trouve qu'on a finalement peu de bonnes solutions, ni à gauche ni à droite, surtout à gauche. Les hécatombes de blessures dans l'axe commencent à me faire penser qu'un renfort axial serait pas forcément de trop, même si finalement on s'aperçoit que ça permet de donner la chance à des jeunes qu'on a déjà et qui finalement font leur match. Après, moi, je suis pas sûr qu'on puisse faire toute la saison uniquement avec ce milieu-là, qui, d'un match à l'autre, peut donner des signes de faiblesse. Et puis même dans le profil, je trouve que Jaber Tardieu, on a deux profils qui sont assez similaires. Et il me semble qu'il nous manque quand même un profil un peu plus créatif, alors qu'était censé être Igor Milenovic, mais moi je suis pas très convaincu par ce joueur-là jusqu'à maintenant. Je pense que ça nous ferait pas de mal, mais pour moi l'urgence c'est quand même d'abord derrière, et puis les chiffres le montrent, hein. Enfin, même si on sait tous que la défense au sens large, le nombre de buts au sens large, c'est pas uniquement question des 4 défenseurs ou 5 défenseurs plus le gardien, c'est aussi la façon dont tu joues collectivement. Mais quand même, on prend quand même beaucoup trop de buts. On prend beaucoup trop de buts pour un prétendant à la montée. On prend trop de buts. Donc ces soucis qui sont pas nouveaux finalement. On a tous cru, enfin moi j'ai cru cet été avec les investissements qui ont fait dans ce secteur qu'on a trouvé des solutions. Ben voilà, 6 mois plus tard, je suis pas convaincu par les solutions. Donc si je devais investir, ça serait en tout cas d'abord dans le secteur défensif et probablement un peu au milieu aussi. Sylvain, sur toi, tes priorités absolues. On parle des arrivées, mais tu peux potentiellement avoir des priorités d'un point de vue des départs aussi, hein. Alors, moi, les priorités à arriver, c'est un latéral gauche et un milieu défensif sentinelle. Et pourquoi? Parce que pour moi, il faut trouver une concurrence à Anan et venir le chatouiller parce que c'est juste pas possible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il nous manque un véritable 6 sentinelle. Le lien il va être créé par des joueurs comme Boki ou par Mouefek par ses projections pour moi sur l'aspect offensif. Si tu as Mouefek, Jaber qui viennent faire les bulldozers au mieux et que tu as un 6 qui est un peu protégé, qui va jouer devant la défense en meneur de jeu reculé, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et je pense que c'était l'idée avec Ekwa. Voilà, donc les deux postes pour moi ça sera arrière gauche et 6 parce que arrière droit, même si on n'a aucun joueur qui fait le taf, je pense que avec Stojkovic, Apia, Ferreira, ils iront pas en chercher un quatrième. Ouais. Et sur la ligne offensive, messieurs, on sait que dans ses déclarations, on l'a vu, Stassin aurait bien aimé partir cet été. Sur le terrain, il n'a pas l'air de vouloir plus que ça y mettre du sien. Dufus, qu'on attendait de voir au tournant, a l'air de plutôt confirmer. Est-ce que s'il y a une grosse offre, est-ce qu'on se permet de laisser partir Stassin et potentiellement pour pouvoir renforcer tout le bloc, enfin tout l'effectif, Sylvain? Moi, je pense qu'on bougera pas beaucoup sur le plan des départs au niveau du mercato. Les seuls joueurs qui partiront durant l'hiver, c'est potentiellement des joueurs sur qui on compte plus, qui arrivent en fin de contrat. Ça peut être Denis Sapia, ça peut être Ivan Masson, Dylan Batubinsika. Voilà, je pense que ça se jouera sur ces trois joueurs-là. Peut-être qu'il y aura des joueurs qui partiront en prêt, sans option d'achat, peut-être. Mais sinon, je vois pas de départ de Stassin et de Davitashvili. Même si Stassin ne joue pas le jeu, je vois pas le club plier maintenant. Voilà, c'est mon avis. Ok. Joss, toi, t'en penses quoi Ouais, moi je suis d'accord avec Sylvain. Pour Stassin et Davitashvili, il y a une dimension un peu politique et managériale au niveau du club. Tu le lâches pas cet été malgré des offres. Ça serait quand même curieux de le lâcher cet hiver, sauf à avoir des offres 2 fois plus élevées, ce dont je doute, hein, vu ce qu'il fait jusqu'à Non, mais maintenant. si les 40 briques reviennent alors qu'il te fait un début de saison un peu mitigé, est-ce que tu y réfléchis un peu plus, quoi? Bah, Il va mettre évidemment 40 que, briques. Attendez. mais Il va je mettre 40 crois que, briques. oui, je crois Je sais pas, que ça n'arrivera pas. c'est les chiffres qu'on a entendu passer à mettre- toute fin du mercato, donc Non, mais ça c'est du Ouais, foot fiction, mais- ça. C'est du foot fiction, ça n'arrivera pas. Bah, évidemment, si une offre de ce niveau-là arrivait, je pense qu'ils écouteront, évidemment. Mais ça n'arrivera pas. Donc, sûrement pas avec le début de saison, non. C'est sûr. avoir tenu cette position de le garder cet été pour le bazarder cet hiver, ça n'aurait pas de sens d'un point de vue de la gestion sportive.
Et puis parce que je pense qu'ils estiment tous qu'à un moment donné, il va se remettre à l'endroit, quoi. Et puis on l'espère tous. Moi, je l'espère aussi, même si je suis, pour rien vous cacher, je suis un peu déçu de l'attitude du garçon de manière générale. Ses attitudes en général, euh, voilà, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Il avait plutôt bien démarré. J'avais l'impression qu'il avait digéré l'épisode. Et puis en fait, c'est un truc qui revient comme la marée, quoi. Donc bon, c'est un peu pénible. Maintenant, je suis d'accord avec Sylvain, je pense qu'ils lâcheront ni Davitashvili ni Stassin cet hiver. Ça va aller au bout avec cet effectif-là devant, je pense qu'à la fin de la saison, et les questions se reposeront à l'été prochain. Ok. Par contre, si je peux ajouter quelque chose, si on doit en perdre un sur les deux, et j'avais déjà dit ça cet été durant le SNC, pour moi, il faut mieux perdre Stassin que Davitashvili. Ouais, je suis Aujourd'hui, Davitashvili, pourtant, je c'est un l'aime pas. dynamiteur, c'est quelqu'un qui va faire des différences, c'est quelqu'un qui va marquer des buts. Stassin, c'est un finisseur. Voilà, je pense que ce serait pas. Je pense qu'on aura plus de chances de monter seulement avec Davitashvili que seulement avec Stassin. Mais je pense qu'on aura les deux quoi qu'il arrive, donc c'est un faux débat. Ok, intéressant. Karl, que pense le chat de ce petit point, de ce petit dossier mercato? Bah écoute, les listes au Père Noël sont déjà bien remplies. Il y a MTL qui nous dit 60, il espérerait 3 défenseurs en milieu. Il y a Pascal qui nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la priorité, ce sont 2 latéraux. Ensuite, il faut renforcer le milieu de terrain. J'ai l'impression de recopier tout ce que dit Joss. Il y en a qui posent la question de l'entraîneur, mais ça, on l'a évoqué dans pas mal d'émissions. Job Gaming qui nous dit Nadé, si on pouvait le faire partir, je ne serais pas contre. Et quoi, je l'avais oublié, lui, il vient de ruiner sa carrière en 6 mois, je ne félicite pas son entourage. Si Stassin continue comme ça, qu'il reste à Saint-Étienne, il ne fera pas la Coupe du Monde, Turco 87. 2 latéraux, c'est primordial pour monter pour la SSE 71. Et Robin qui nous dit, au vu de l'état d'esprit de Stassin et de la position du club lors du mercato estival, je ne vois pas d'intérêt de le laisser partir. De plus, au regard de ses récentes prestations, il semble susciter moins d'intérêt qu'auparavant. Au contraire, Marie qui nous dit, pour moi, il faut lâcher Stassin et Davitashvili, qu'ils ne veulent pas rester. Voilà. Eh bien, ça promet, les prochaines semaines promettent d'être mouvementées, du moins dans les débats de supporters. À défaut de l'être sur le tableau de l'effectif, au moins on va en discuter pendant quelques semaines, ça va nous occuper. On va faire un petit point quand même au niveau du classement, messieurs, avant de parler du prochain match. Saint-Étienne qui aurait pu être à 10 points, Saint-Étienne qui finalement recolle à 2 points de 3, à 1 point du Red Star, et qui garde une petite longueur d'avance sur Montpellier, qui revient bien. Contrairement à Pau qui a tendance à baisser un peu le rythme. On est dans le bon wagon, on n'est pas vraiment là où on voudrait être, du moins où on ambitionnait d'être à ce moment-là de la saison. Joss, toi, ce classement-là, cette Ligue 2, là, comme tu l'as arrêté à aujourd'hui, comment tu la juges et comment tu vois le futur? Bah, on voit que c'est plus serré qu'on avait imaginé, hein. Il y a quand même beaucoup d'équipes dans le haut qui se tiennent en 5 points. Ouais. Ça c'est un peu le truc que j'attendais pas forcément. Après Pau, je pense que ça va redescendre tranquillement. Après, on retrouve attention à Reims Reims et qui est Montpellier, là. ouais, ils remontent. Ouais, on retrouve des équipes qui il y a pas si longtemps étaient en Ligue 1, qui ont quand même gardé certains joueurs de ce niveau-là. Je ne sais pas ce que le Red Star donnera sur la durée, mais pour l'instant, ça tient. Donc, en fait, au global, c'est quand même assez serré. Donc, il y a rien qui se détache vraiment. Nous, je pense qu'on a réussi un énorme coup ce week-end parce que Sinon, on était si on avait mal. perdu ce match-là, ouais, là, je pense que ça aurait pu commencer à faire poser plein de questions. Maintenant, ça continue à avancer. On est en dessous de 2 points par match. Bon, voilà, pour moi, c'est toujours un peu la valeur étalon, ça. Pas tellement en dessous, mais un peu en dessous. Bon, il n'y a qu'une équipe qui y est pour l'instant, mais ouais, le rythme est assez élevé. Donc, il faudra être bon régulièrement jusqu'au bout, quoi. Je pense que, enfin, en tout cas, pour l'instant, ça lâche pas. Alors, ça rend le championnat intéressant aussi, hein, quelque part. Maintenant, on n'est pas à la place où on aimerait être, évidemment, mais on est quand même pas loin, quoi. Voilà. Ouais, on est dans le bon wagon. En tout cas, dans ce calendrier là jusqu'à la trêve hivernale, il y a 2 réceptions, un déplacement. Tu reçois Nancy, tu reçois Bastia qui sont un peu plus mal classés, et tu vas à Dunkerque qui est le mieux classé des 3.
Sur ces 3 matchs-là, on est d'accord, Joss, que tu dois prendre 9 points et plutôt avec la manière. Au moins 7. Au moins 7, mais 9, ça serait mieux. Oui, bah, la manière, on espère tous qu'il y a la manière à chaque match. Après, si on les prend avec un peu moins de manière, on les prendra quand même, hein. Oui. Parce que l'objectif premier, c'est quand même de remonter. Voilà, on voit quand même qu'on a une équipe qui est difficile à lire, hein. On en met 6 contre Pau, on perd au Red Star, après on va gagner à 3. C'est un peu les montagnes russes, quoi, hein. Ouais. Donc moi, je jouerais quand même pas trop les gros bras à l'avance. Confirmons là ce dernier match déjà, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas confirmé d'un match sur l'autre. Engageons une série où on perd plus, et limitons le nombre de buts encaissés aussi, ce serait bien ça. Ouais. Sylvain, toi, cette Ligue 2, qui, comme l'a dit Joss, est beaucoup plus serrée que ce qu'on pouvait imaginer, hein, seulement 8 points entre le premier et le 9e. Qu'est-ce que toi, tu en penses maintenant qu'on est quand même à 14 journées du championnat? Bah, j'en pense que ça y est, certaines équipes se sont mis en ordre de marche. Montpellier, Reims, pour ne citer qu'eux, qui Ouais. ont peut-être eu un peu de retard à l'allumage, mais qui aujourd'hui sont revenus dans la course qu'ils veulent être. J'aime beaucoup deux équipes, c'est Dunkerque et Le Mans, qui sont des équipes séduisantes à voir jouer, qui proposent un jeu alléchant. Et je trouve que Dunkerque a raté son début de saison lié au fait qu'ils ont eu leur problème d'entraîneur là, Oui. qui a quitté l'équipe après Castro, hein. seulement quelques semaines. Ouais, le Et remplacement de Castro. depuis, le remplaçant de Castro, ouais, Mm. qui a fait 3 semaines et qui a 3, 4 semaines et qui a claqué la porte en pleine préparation. Ça leur a coûté leur début de saison, mais je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment intéressants depuis plusieurs semaines. Et c'est un match dont je me méfie énormément, le match contre Dunkerque. C'était déjà le cas l'an dernier, hein, Euh, c'était intéressant l'an dernier déjà, Dunkerque. non, totalement, totalement. Mais de toute façon, c'est un club qui bosse très bien et qui arrive vraiment à tirer le maximum de ce qu'il est en mesure de faire. Et, euh, et voilà, maintenant, ce que je trouve, entre guillemets, positif sur cette fin de championnat, mi-championnat, c'est qu'on va affronter Dunkerque, qui, je pense, est l'équipe la plus compliquée. Puis après, on a Bastia et Nancy, qui devraient être des équipes à notre portée et qu'on doit battre. Donc aujourd'hui, on est censé faire minimum 10 points. Et si on arrive à en se faire 7, voire 9, on sera dans les standings de ce qu'on veut faire pour la mi-saison. Ouais, en fait, j'ai l'impression que Sylvain, ton micro, c'est qu'il te limite ton temps de parole. Des fois, c'est ça. Dès que tu dépasses plus de, plus de 30 secondes de parole, toi, t'es un peu censuré. Mais on a compris ce que tu voulais dire, hein, que c'était Dunkerque dont il fallait se méfier. Les autres, sont largement à notre portée. Tout comme Joss, tu veux au moins 7 points. Toi, Sylvain, tu parles de Montpellier, de Reims, qui ça y est, ont mis la marche avant. Pour toi, ils te font plus peur que le Red Star et Pau qui, depuis quelques journées, on dit qu'ils vont rentrer dans le rang? Oh, c'est une équipe qui est très difficile à lire, je trouve. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Leur match de ce week-end témoigne encore. Ils font une première mi-temps cataclysmique et une deuxième mi-temps qui leur permet de revenir à deux partout contre Guingamp. Très difficile à lire. Le Red Star, c'est une équipe solide, c'est une équipe cohérente, c'est une équipe qui n'a pas forcément énormément de talent, mais qui tire le maximum de ses bonhommes avec un bon entraîneur, à mon sens. Après, si je dois dire les quatre meilleures équipes de ce championnat, ça sera Troyes, Saint-Étienne, Montpellier, Reims pour moi. Joss, pareil, on y vient peut-être là, Pau, Red Star qui eux suivent toujours la route, mais Pau qui décroche un peu. Pour toi aussi, Reims et Montpellier, ça va finir par accrocher Ouais, le. après sur la durée, parce qu'on n'oublie pas que c'est un marathon, un championnat. Je pense effectivement que on va retrouver ces équipes en haut. Pau, je pense que non. Red Star, là, je sais pas parce que ils sont toujours là, alors que je pensais qu'ils allaient décrocher plus vite que ça. Donc, ça prouve ils ont un peu plus de moteur que j'imaginais. Mais oui, je rejoins assez Sylvain. On devrait à la fin retrouver les équipes qu'il a citées en haut, avec peut-être une bonne surprise dans le lot, et ça pourrait effectivement être un Dunkerque, un Le Mans, des équipes qui jouent bien au foot et qui visiblement n'ont pas de complexe. Donc il peut y avoir un trouble fait, mais à mon avis ça sera pas Pau et j'ai tendance à penser que ça sera pas le Red Star non plus.
Ok, intéressant. Karl, dans le chat sur ce débat de la Ligue 2. Oui, écoute, c'est vrai qu'il y a plusieurs adversaires qui nous guettent. Il y a la SE71 qui nous dit Montpellier, on n'en parle pas, mais ils sont là. Pascal qui nous dit que lui, il se méfie de Reims, qui est sixième et en embuscade, mais aussi de Dunkerque, qui est huitième et qui revient bien. Euh, sur les trois matchs de Ligue 2 d'ici la trêve, c'est 9 points obligatoires. 7 points, ça serait déjà pas si mal avant la trêve, ça c'est Pascal. Ce que certains supporters attendent, c'est de retrouver déjà du jeu sur un match complet. Il faut être plus solide derrière et se rassurer. El Cato qui nous dit que le Red Star, j'ai pas trouvé terrible, mais au contraire, Montpellier lui fait peur. Ok. À voir, à voir. En tout cas, on a peut-être de la chance d'avoir déjà joué ces équipes-là un peu plus tôt dans la saison. Mais il y a une équipe qui ne va pas falloir négliger, c'est le prochain match de ce week-end. Dites-nous déjà dans le chat ce que vous en attendez, hein, ce match de Coupe de France. Messieurs, alors que je ne les écorche pas, hein, on va jouer contre l'AS Quetigny, qui est en Régional 2, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est un match de Coupe de France qui intervient pendant une trêve internationale. Beaucoup d'absents, mine de rien, côté synthé. Un effectif qui va donc être remanié, encore plus qu'à l'accoutumée en tout cas. Sylvain, toi sur ce match, avant de parler de ce que tu en attends du point de vue des résultats et du jeu, sur la compo déjà, tu t'attends à voir quel changement? Tu as déjà dit que Pedro allait devoir enchaîner. Est-ce que tu as d'autres joueurs que tu voudrais peut-être voir? Déjà, il faut prendre en compte les blessures et les sélections. Ça représente, je crois, l'absence de 14 joueurs, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas négligeable. Pour faire la liste assez rapidement, tu as Anan, Jaber, Cardona, Stassin, Gadek Beku, El Jamali, Dodot, Stojkovic et j'en ai oublié un qui sont en sélection. Ça fait 9 normalement. Et il y a comme blessé Chico, Bernauer, euh, Dufus qui est incertain, Ferreira dont on ne sait pas s'il sera de retour. Et j'en oublie un. Je me rappelle Je plus. l'ai plus. Quoi qu'il en soit, on va déjà probablement voir Brice Maubleu dans les buts, ça je l'espère, pour donner un peu de temps de jeu à Maubleu qui n'a connu qu'une seule rencontre sous le maillot stéphanois en bientôt 18 mois. Donc ça c'est la première chose. Je pense qu'on reverra Pedro derrière dans l'axe avec Nadé. À droite, il est possible que ce soit Ferreira et Apia de l'autre côté ou inversement si Ferreira est disponible. A priori, c'était seulement un coup pour Ferreira, donc j'espère que ce sera OK pour ce week-end. Ferreira, il est un peu dans une situation entre deux puisque sa femme vient d'accoucher et vit toujours au Portugal, donc il fait les allers-retours au Portugal. Donc c'est vrai que c'est une situation un peu délicate, donc on ne sait pas véritablement ce qu'il en est. Voilà. Ensuite, au milieu de terrain, je pense qu'on aura Mouefek, Tardieu et Miladinovic qui revient de suspension. Il va profiter de l'absence de Jaber pour rentrer dans le 11 de départ, à mon avis. Et puis après, la question véritable, c'est devant. Il y aura Boki. Il y aura, à mon avis, N'Guessan qui va être titularisé. Et après, bonne question à savoir qui est-ce qui va occuper le troisième rôle devant. Je suis très très curieux de voir qui va être utilisé parce que il n'y a pas énormément d'options. Est-ce qu'il va reconvertir Miladinovic sur le côté pour intégrer un jeune au milieu de terrain? Je pense à Jules Mouton ou bien Paul Aymar, je sais pas. Euh, ouais, c'est la question. T'as pas un petit nom comme ça, toi qui connais le centre de formation comme ta poche, est-ce que t'as un petit nom, une grosse cote, on va dire? Le problème en fait du centre de formation actuellement, c'est que pour moi, la plus grosse cote, ça aurait été Mevin Agesilas. Mevin Agesilas s'est fait opérer de l'épaule ou de la clavicule, quelque chose comme ça, en septembre. Il est out jusqu'à janvier, jusqu'à décembre-janvier, donc c'est pas possible. On aurait pu tenter le cas Elmi Bentiba, qui est un ailier de percussion aussi, mais il est blessé. On aurait pu tenter le cas Mehdi Lutin 2008, qui est très prometteur, qui avait fini Panam Best Player à l'époque, mais qui est blessé également. Donc ça enlève pas mal d'options. Voilà, aujourd'hui en réserve, c'est Noah Moulin, Issam Sheikh qui joue sur les postes d'ailier. À voir.
Et je remercie Pascal. Le dernier international que j'ai oublié, c'était Old. Bien vu, Pascal. Ah oui, et en effet, c'est vrai qu'il a plus de temps de jeu en équipe nationale qu'en club Benold. Joss, toi, cette compo d'équipe là, c'est pareil, tu t'alignes sur Sylvain ou il y a des noms que tu voudrais bien voir sur ce match? Bah, déjà, avant même de parler de compo, moi j'espère qu'ils vont faire un bon match et qu'ils vont l'aborder sérieusement parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un petit parcours sympa en Coupe de France. Voilà, donc j'aimerais bien que cette année on en ait un, même si ça sera vraiment pas la priorité du club cette année, hein, on le sait tous. Oui, je vous ai pas fait l'affront de vous demander Euh, si vous pensez qu'on allait gagner, les gars, quand même. Enfin, on joue contre une R2, ça devrait être. oui, j'espère qu'on va gagner. Ouais. D'ailleurs, je vois avec plaisir que c'est retransmis sur Beins, j'avais raté ça. Donc, on va même pouvoir y jeter un œil. Après, sur la compo, oui, alors j'ai pas vraiment d'idée. Enfin, je suis Sylvain, en tout cas sur le fait qu'il va manquer beaucoup de monde. Ça va être, comme d'habitude, dans ces cas-là, l'occasion de voir ceux qui jouent peu. Et ça sera aussi intéressant pour ça, dans un contexte avec peut-être un peu moins de pression, enfin, on imagine, sauf si ça tourne mal. Oui. Donc voilà, ça va permettre un peu à l'effectif de tourner et de nous rassurer sur le fait qu'on peut compter sur d'autres joueurs que ceux qu'on voit ces derniers temps. Voilà. Espérons une victoire où on se fasse pas peur, parce que là, pour le coup, comme on est dans une ambiance un peu fragile en ce moment en termes de club, où on souffle un peu le chaud et le froid, c'est sûr que si ça se passait mal à Quetigny, évidemment, ça relancerait encore tout un tas d'interrogations, quoi. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin d'interrogations à ce moment-là. Attends, rassure-moi, ça doit être une simple formalité quand même, ce match. Ça doit. Oui, oui, ça doit être une formalité. Oui, après, faut pas insulter le jeu. Ça serait une formalité si les mecs le jouent comme ils doivent le jouer. Voilà. Mais des accidents, on en a vu en Coupe de France, hein, donc il ne s'agit pas non plus d'arriver là-bas en jouant les gros bras. Mais normalement, dans un monde normal, ça doit passer et ça doit passer sans souffrir. Voilà. Et c'est évidemment ça qu'on va attendre. Ouais, Sylvain, t'es d'accord avec Joss, hein. J'ai pas parlé pronostic avec toi, j'ai pas parlé finalité du match, mais attends, une victoire Ah, bien convaincante, on sûr, va dire. bien sûr, bien sûr, bien sûr. On attend une victoire. Septième tour, on joue une R2. Potentiellement, huitième tour, on jouera soit une R2, soit une R3. Aujourd'hui, ne pas atteindre le neuvième tour, ça serait une contre-performance. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Ouais, ça doit passer très large pour les Verts, et j'espère que c'est ce que vous dites dans le chat aussi, Karl. Oui, pardon, mon micro était coupé. Il y a Nins Sauverna qui dit carrément que la Coupe de France, ça doit être un objectif. Donc, on bat Quetigny en étant sérieux. Il y a mon chat qui bug peut-être parce qu'il n'y a plus trop de... Je sais pas si tu vois des messages récents, Kevin. Mais Depuis 22h, les gens, mais vous savez, les gens sont habitués, hein. Le SNC, normalement, ça finit à 22h. Aujourd'hui, on a commencé avec un peu de retard. À 22h, les gens. voilà, bien sûr. Bah, il y a MTL qui nous dit là, justement, Quetigny, on les écrase au tir au but. Une victoire large, comme dirait Romain. Donc, bon, voilà, c'est une victoire avec la manière. Eh ben, merci beaucoup, Karl. Merci le chat. Un dernier petit point, tiens, ça me fait, ce message, la Coupe de France doit être un objectif. Est-ce que, dans une saison comme ça, où Saint-Étienne est normalement taillé pour monter, on va dire, si tout se passe bien, est-ce que la Coupe de France, ça peut être aussi un petit objectif, un petit parcours, aller. Et si on devait idéaliser un parcours, messieurs, ça serait quoi à peu près l'étape à aller chercher? Un quart, un huitième, Sylvain? Moi, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu dans cette Coupe de France. Ça fait des années qu'on n'avance plus. C'est clair. Depuis qu'on est descendu en Ligue 2, on n'avance plus du tout. On l'a régulièrement bazardé, je trouve. Et j'aimerais bien qu'on passe quelques tours, qu'on se fasse une belle affiche aussi. Ça serait cool. Ça serait cool qu'on reçoive Lyon à la maison, par exemple. Ça serait Ouais. cool. Qu'on se fasse un petit match sympa dans la saison, je sais pas. Un petit Ça serait quart, cool, un je petit trouve. quart. Ouais, un quart, un demi. Enfin, non, j'exagère, Demi, mais ça fait, juste un ça bon fait gros. match de foot, quoi. Ok. Ouais, mais juste Ouais, un mais bon au moins match une de grosse foot. affiche à Geoffroy.
Voilà. Toi, c'est ça ton objectif. L'année dernière, on l'a bazardé complet contre Marseille. Bon, en même temps, on ne pouvait pas espérer grand-chose. L'année d'avant, on a perdu en Ligue 2, je crois qu'on avait perdu contre Rodez et Ouais. contre. J'ai oublié la deuxième équipe contre qui on avait perdu. Mais à chaque fois, contre Nîmes, si je dis pas de bêtises, on l'a jeté par la fenêtre à chaque fois la Coupe de France. Et je trouve ça dommage. C'est une compétition sympa quand même. Ah bah tu vois, t'as réveillé le chat. Une Ligue 1, Geoffroy Guichard, ça serait bien, il nous dit Nins. Joss, toi, ta Coupe de France un peu rêvée, c'est pareil, une grosse affiche à Saint-Étienne ou tu te vois aller un peu plus loin? Je n'ai pas de religion très établie. Là où je suis d'accord avec Sylvain, c'est que j'aimerais bien On la joue, qu'on quoi. arrête de sortir, qu'on la joue et qu'on arrête de sortir aussi rapidement que les années précédentes. Voilà. Voir plusieurs tours de suite pour voir monter un peu le challenge, l'excitation. Et après, si ça se termine par un super match à Geoffroy Guichard contre le PSG, pourquoi pas. Mais pas se faire sortir piteusement. Alors effectivement, l'année dernière, c'était Marseille. Bon, tout le monde avait finalement admis, même avant le match, que c'était cuit. Oui, c'est Enfin, vrai. les années d'avant, Rodez, Nîmes, tout ça, c'est triste en fait. Voilà, c'est triste. Donc, qu'on batte au moins les équipes qu'on est censé devoir battre. Et puis, si on sort contre plus fort que nous, on sort contre plus fort que nous. Mais voilà, qu'on ait au moins cette satisfaction-là de passer quelques tours. En tout cas, ça a réveillé le chat. Céline qui nous dit qu'elle espère une victoire solide et un match référence. Et Robin qui nous dit que si l'équipe avait été plus solide en Ligue 2, la Coupe de France aurait pu être un objectif. Mais au vu de la première tiers de saison, il semble préférable de rester concentré sur le championnat. En tout cas, on saura ça très bientôt puisque ça va dépendre de ce que Saint-Étienne va vouloir nous montrer ce week-end. En attendant, moi, on arrive à la fin de l'émission, donc me reste à vous souhaiter une bonne semaine, vous remercier d'avoir été si nombreux sur Twitch cette semaine seulement. On espère résoudre ce problème d'ici la semaine prochaine. Merci messieurs, la Dream Team, les anciens, d'avoir tenu le bar encore ce soir. Joss, Sylvain, Karl, merci. Merci. Et puis voilà, passez une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine avec une victoire de Saint-Étienne, comme d'habitude, puisqu'on est l'équipe qui porte chance, on le rappelle. Allez, salut, prenez soin de vous, bonne semaine. Allez les Verts. Bonne soirée à tous. Salut, Salut, les les Verts. Verts.